Bonjour, je m'appelle Justine Bissonnette-Lépine et je suis auxiliaire de recherche à la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la blockchain à l'Université Laval. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Philippe Nadeau, qui est directeur général chez DigiHub pour nous parler du métavers. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, j'aimerais vous demander comment vous êtes arrivé à travailler dans le milieu, puis à quoi ça ressemble votre... Oula, vaste sujet. Donc, vous comprenez à mon accent que je suis pas de Shawinigan Sud. Je suis arrivé, je suis bordelais, français d'origine. Donc, je suis arrivé en 2000. Avec le bug de l'an 2000, je suis arrivé au Québec. Donc, j'ai créé une entreprise d'abord dans le jeu vidéo, dans les mondes virtuels, on reparlera peut-être de Second Life, qui est un des premiers métavers, peut-être qui a existé dans les jeux vidéo. Et puis, j'ai créé donc une entreprise qui s'appelait Alchemic Dream, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Et puis, je suis passé de 1 à 450 employés en l'espace de 10 ans. Donc, beaucoup sur les jeux vidéo, sur les mondes virtuels persistants, entre autres. Et puis, en 2014, quand je faisais l'inauguration de locaux, j'ai amené le maire de Shawinigan avec moi au Japon. Je faisais des conférences sur les jeux vidéo. Et puis, à notre retour, on a décidé d'occuper des friches industrielles. Vous savez, Shawinigan est une ville au passé industriel révolu, donc il a laissé des friches industrielles quand même assez importantes. Et donc on en avait une ancienne filature de coton, la Wabasso, puis on a décidé avec le maire de créer ce qu'on appelle aujourd'hui le DigiHub. Donc j'ai revendu mon entreprise en 2015, et puis comme j'avais créé le DigiHub, le maire de la ville, je suis resté directeur général du DigiHub de Shawinigan. Donc et puis la question que vous alliez me poser, et puis que je prends un peu les devants, c'est quoi le DigiHub? C'est un incubateur, accélérateur, Fab Lab et j'en passe. Et donc on est passé de pas grand chose à un troisième pôle du numérique au Québec. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la première ministre Pauline Marois qui l'a dit dans un premier temps, puis après ça a été Philippe Couillard. Donc ça s'est un peu calmé avec Monsieur Legault, mais bon, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Et cela dit, on continue à faire des avancées au niveau technologique, puisque DigiHub, aujourd'hui, c'est 43 startups qui sont dans le mur ou à distance. Donc on fait l'incubation virtuelle. Et puis, pour répondre à la question substantielle qu'il y avait, comment on est passé dans le numérique, il fallait qu'on trouve, nous, DigiHub à Shawinigan, surtout, une manière de se diversifier ou de faire parler un peu de nous. Donc, rapidement, en fait, c'est grâce à notre ministre de l'Innovation du Canada aujourd'hui, François-Philippe Champagne, qui est venu un jour au DigiHub et puis qui m'a dit, mais c'est quoi la blockchain? Alors, c'était il y a 6 ou 7 ans. Puis à l'époque, je ne savais pas plus que lui. C'était un mot évidemment on entendait, mais sans trop savoir de quoi il retournait. Donc je me suis documenté. Et puis 3 semaines après, je dis Monsieur le ministre, je sais c'est quoi la blockchain. Donc, on en a parlé. Et du coup, j'ai fini avec ma collègue Kathleen Jobin à écrire un livre sur la blockchain, sur la finance décentralisée, sur les crypto-monnaies chez Duno en France, donc un éditeur français. Donc le livre s'est bien vendu puisqu'il a été réimprimé, je ne sais plus combien de fois, mais en tout cas. Et puis c'était à l'époque où les crypto-monnaies évidemment avaient un regain d'intérêt, mais ont rechuté là dans un hiver, comment on pourrait appeler ça, un hiver de finances décentralisées. Mais bon, l'hiver on est en printemps là, c'est en train de se réchauffer. Mais donc du coup, on a écrit un deuxième livre sur les métavers, qui pour parler justement du prolongement pour nous qui nous semblait évident après la finance décentralisée, c'était le métavers, puis on va en reparler certainement. Et puis après, ça a été l'intelligence artificielle et puis d'autres sujets d'intérêt dont je reparlerai peut-être après. Puis pour ceux qui sont pas familiers avec le concept de métavers, comment est-ce que vous le décrivez? Le métavers, d'abord, c'est un concept qui est né de l'imagination de Neil Stephenson, qui est un Américain qui a écrit un livre, Snow Crash en 92, et qui évoquait ce monde virtuel. Voilà. Donc il y avait un personnage évidemment qui était plus ou moins drogué, qui rentrait dans un monde virtuel, qui était mené par quelqu'un qui ressemble un peu à Elon Musk d'ailleurs. Je sais pas si à l'époque il le connaissait pas, donc il sait pas. Mais donc c'est ça, c'est lui le premier qui a évoqué le concept de métavers. Et puis après, que ce soit pris par la littérature, c'était un concept que beaucoup de gamers connaissent sans le savoir, parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, un des premiers jeux qui est un peu dans le métavers, on pourrait appeler Second Life. Donc j'ai eu la chance de travailler
pour Linden Lab, qui était le fondateur de ce jeu-là, qui a plus de 15 ans aujourd'hui, qui continue à fonctionner. Donc pourquoi c'était un métavers à l'époque? Parce que chacun s'incarnait dans un avatar, donc c'est un peu un des concepts du métavers. On vit dans un monde virtuel au travers de son avatar. Et puis, on a quand même, il y a une économie, on peut acheter des vêtements, on peut gagner de l'argent, on peut faire plein de choses comme dans le monde réel, mais amené dans le métavers. Donc c'est un monde virtuel, imaginé. C'est un monde qui se veut être persistant, parce qu'évidemment on peut pas couper le métavers et dire tiens, on va le reconnecter dans 2 heures. Donc c'est un monde persistant, massivement multi-utilisateur aussi, parce que il faut une masse critique d'utilisateurs pour que ce soit intéressant. Sinon, un métavers solitaire, c'est un peu spécial. Et puis, comme je dis, il faut une économie. Alors, en général, il y a une crypto-monnaie qui est adossée à ça. Et puis, ce sont des univers qui sont en pleine avancée. Et puis, aujourd'hui, il y a une notion, en plus du métavers, qui est plus pour le côté industriel, je dirais, on parle de jumeaux numériques. Donc, c'est un peu des métavers, mais tournés vers le côté industriel. Comment bâtir une usine virtuelle, comment avoir au travers de la chaîne de blocs d'ailleurs, comment avoir la traçabilité des produits ou des composants qui sont dans la ligne d'assemblage. Alors, tout ça, ça peut être calculé, je dirais, dans un métavers spécifique, ce qu'on appelle un jumeau numérique. Vous avez déjà parlé des crypto-monnaies, mais quel genre de technologie ça prend pour concrétiser le métavers? En fait, ça prend plusieurs technologies, puis je vois qu'avec moi je parle beaucoup de convergence technologique parce que au fil du temps, au départ, évidemment, il faut un monde virtuel, donc ça prend. Alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, un métavers, il faut pouvoir s'immerger dans un monde virtuel. Alors ça peut se faire au travers de lunettes de réalité virtuelle ou de lunettes de réalité augmentée, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi au travers regarder un écran. Hein, on peut avoir une immersion sans être plongé avec des lunettes particulières. Mais au niveau technologique, oui, ça prend évidemment un support en 3 dimensions, hein, un peu comme Minecraft ou d'autres jeux qui sont reliés à ça. Et puis après, ça prend une économie parce que évidemment, d'où l'intérêt des NFT. Hein, je sais pas si on aura le temps de parler de NFT, mais NFT, c'est un peu les objets qui sont dans un métavers. L'idéal, c'est que ce soit les joueurs qui puissent rajouter du contenu à un monde virtuel. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, moi je travaillais chez Alchemy Dream, et puis j'ai eu à créer des mondes virtuels pour diverses personnes. On a travaillé un peu sur Warcraft, pour ceux qui connaissent, sur le Seigneur des Anneaux Online, avec Tolkien Enterprise, sur les jeux sur Disney, des jeux un peu partout pour Ubisoft. Mais ce qui est long à faire, c'est de créer du contenu, parce qu'évidemment, c'est des mondes virtuels, avec des maisons, avec des personnages en joueurs, avec des histoires, avec des quêtes, avec tout ça, il faut le créer. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre à des joueurs de créer du contenu, puis ce contenu leur appartient, ils sont capables de le vendre sous forme de NFT, donc de tokens, et donc de gagner de l'argent au travers de ça. Et puis c'est bien pour les MMO, comme je disais, il faut une masse critique de joueurs. Et pour qu'il y ait une masse critique de joueurs qui s'intéressent à un métavers, il faut qu'il y ait des objets, il faut qu'il y ait une certaine attractivité. Puis c'est les joueurs eux-mêmes qui créent cette économie-là. Quels pourraient être les impacts sociaux et culturels du métavers sur la société? Y a-t-il des aspects négatifs ou positifs que vous en voyez? Il y a toujours des aspects négatifs. Quand on voit aujourd'hui avec le lancement de l'IA, où tout le monde voit Terminator qui arrive, ça c'est toute l'histoire. Mais je dirais que le métavers, tout le monde voit la matrice, hein, des gens qui sont allongés, connectés à un univers, et ils vivent leur pleine vie au travers de mondes artificiels. Peut-être que ça va arriver, finalement, qui sait. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu le côté négatif, c'est le temps que ça prend. Parce qu'une fois qu'on est immergé dans un monde virtuel, qui parfois, je dirais, dépasse l'intérêt qu'on peut avoir dans sa propre vie. Moi, je ne parle pas de moi spécifiquement, mais je pense que quand on est happé par un univers, des fois on a du mal à retourner à la réalité. Je pense que c'est un des aspects négatifs. Et puis on a tendance à investir beaucoup dans les mondes virtuels, beaucoup plus que de raison. Puis les développeurs de jeux vidéo l'ont bien compris. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus d'abonnement, mais on paye des objets, on paye du contenu. C'est plus vendeur pour eux.
Et puis, aussi, c'est comme une drogue quelque part pour certains. Donc, il faut arriver un peu à couper. Moi, je sais que quand j'étais PDG de mon entreprise, on avait euh, des développeurs qui nous demandaient de vérifier le temps de connexion des joueurs, que la rigueur, au bout d'un certain temps, quand on voit que la personne a joué pendant 18 heures, de le couper, littéralement, de couper sa connexion. Parce que sinon, là, évidemment, ça prend des proportions, surtout quand il a 14 ou 16 ans, puis qu'il est censé dormir avant d'aller à l'école. Là, c'est encore pire. Comment est-ce que vous je recommence. Comment est-ce que vous envisagez la question de sécurité et de confidentialité dans un espace virtuel aussi vaste et interactif que le métavers? Aujourd'hui, on l'envisage pas, évidemment. C'est un peu les mafias. Moi, je sais que à l'époque, j'ai beaucoup lutté contre certaines mafias en Chine, en Corée du Nord, qui faisaient travailler des prisonniers pour créer de l'or virtuel, qui revendaient après au travers de mafias italiennes, même ici à Montréal ou à Québec, contre de l'argent virtuel, contre des dollars, pardon. Et donc, ça crée un programme. Et ça, c'est un peu cassé grâce aux crypto-monnaies. Alors, aujourd'hui, euh, j'ai perdu le fil de la question, je pense. On parlait de C'est tellement la large. question la question de sécurité et de confidentialité. Oui. Je pense que aujourd'hui, dans ce que j'appelle convergence technologique, je pense que l'arrivée de la chaîne de blocs va beaucoup jouer à ça. On parle de Web 3.0. Aujourd'hui, la confidentialité, évidemment, au travers de ces technologies, on peut avoir une sécurité accrue, évidemment. Je pense que d'autres technologies vont venir aider, je dirais. Et puis, au départ, là, je dirais, c'est le problème, c'est pas les outils, c'est surtout les gens qui les utilisent, ceux qui confient leur mot de passe, ceux qui confient leurs biens, qui les partagent, qui partagent leurs comptes, etc. Et puis, c'est toujours le côté humain qui est le maillon faible, on va dire, un peu de ces technologies. Donc, on a beau appliquer tout ce qu'on peut pour essayer de sécuriser les systèmes, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou des choses on continue à voir aussi. C'est l'humain qui est toujours au cœur des difficultés de ce type. Selon vous, comment les entreprises Seigneur, ça va pas. Selon vous, comment les entreprises peuvent-elles prospérer dans un environnement comme ça? Elles le font déjà. Elles font déjà. Les marques, Adidas, je ne veux pas toutes les nommer, là, mais les marques de chaussures, les marques de cosmétiques, de parfums, de tout ce qu'on veut, sont déjà dans les métavers parce qu'elles ont vu que les jeunes y sont aussi. Donc elles créent du contenu, qui appelle du contenu. Moi, par exemple, mes chaussures qui brillent là peuvent être vendues éventuellement dans un métavers. Donc les marques, ils sont déjà, c'est un grand nombre. La publicité immersive, il y a des événements et des conférences qui sont menées dans les mondes virtuels. Puis je pense que pour une entreprise aujourd'hui qui est refermée entre quatre murs dans la mondialisation telle qu'on la vit, pouvoir proposer ses produits, ses services, c'est simple. Dans le métavers, c'est ouvert 24 heures sur 24. C'est pas une personne, un employé qui est obligé d'assurer de rester sur place. Là, ça peut être un avatar qui est là pour répondre aux questions. Et puis, avec l'arrivée de l'IA, c'est encore plus simple d'avoir une intelligence artificielle qui va répondre pour nous. D'ailleurs, nous, au DigiHub, on a créé Digitaline qui permet de faire des sortes de foires aux questions ou de répondre aux gens quasiment à l'infini. Puis je sais qu'il y a des gens qui passent du temps à discuter avec Digitaline. Mais en tout cas, c'est ça. Je pense que c'est une stratégie pour les marques, pour les entreprises. Aujourd'hui, tout ce qui est même des gens qui vendent des voitures. Tiens, on peut essayer une Volvo, je pense, ou une Renault dans le métavers, qu'on peut même changer la couleur, et la tester avant de l'acheter. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage, mais je pense que les cas d'usage, au fil du temps, vont devenir de plus en plus prépondérants, mais alors de plus en plus. Parce que évidemment, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est surtout des gamers, comme je disais. Mais demain, je pense que ça va être un peu monsieur et madame tout le monde qui va s'intéresser à ça et puis s'y connecter. Vous avez déjà commencé à en parler un peu, mais est-ce que vous croyez que le métavers pourrait influencer la façon dont les gens interagissent les uns envers les autres? C'est déjà le cas. Il y a beaucoup de gens. Et puis moi, je parle, avec ma conjointe, on a 7 enfants, donc 7 cas particuliers. Mais la plupart, ils sont déjà connectés sur leur monde virtuel. Moi, j'en ai un qui parle anglais couramment, ça doit faire de cours d'anglais.
parce que il est connecté avec des jeunes qui sont un peu partout sur la planète. Puis évidemment, c'est la langue la plus. Même si moi je prône la francophonie du numérique, ben c'est surtout la langue anglaise hélas qui est pris dans les médias sociaux. Mais oui, il y a une nouvelle façon de se connecter dans des mondes virtuels. Il y a des nouveaux codes, il y a des nouvelles façons de faire. Puis je pense que après, en même temps, ça dépend sur le métavers dans lequel on veut évoluer. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bon, on n'est pas rendu à la matrice encore, mais il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et puis, je pense que les parents commencent à perdre un peu le nord, là. De savoir qu'est-ce qui se passe quand leur enfant est connecté. Des fois, c'est particulier. Est-ce que vous voyez les enjeux éthiques ou juridiques émerger de cette nouvelle technologie-là aussi? Oui, il y a toujours des enjeux éthiques, mais comme je le dis pour l'IA, puis je pourrais le dire pour le métavers. Le problème, c'est pas la machine, le problème, c'est la personne qui l'utilise. C'est on peut pas rendre éthique un outil quand la personne qui l'utilise ne l'est pas. Donc c'est un peu, il y a beaucoup de dark web, des gens qui sont connectés dans des métavers, puis tout ce qu'on peut voir dans la vraie vie, les problèmes de pédophilie, les problèmes d'arnaque de tout genre, mais ces gens-là, ils sont déjà dans le métavers, sont déjà connectés, puis ils sont déjà même à une certaine longueur d'avance. Je sais qu'il y a Interpol qui commence à s'intéresser au métavers, mais bon, sauf qu'ils sont arrivés un peu tard. Donc déjà les réseaux un peu sombres sont déjà en place. Donc au niveau éthique, je pense que en fait un métavers c'est un peu la copie virtuelle de notre monde à nous. Donc si notre monde n'est pas éthique, je vois pas trop comment un monde virtuel pourrait l'être, puisqu'il est à l'image de ce que nous sommes, ce que nous faisons. J'avais une dernière question pour vous. Ce serait, quelles sont les prochaines grandes étapes ou tendances que vous prévoyez dans l'évolution du métavers, puis quel développement futur anticipez-vous? Ouh là là. Alors là, on ouvre une boîte de Pandore, je dirais. Ou savoir si le chat de Schrödinger est vivant ou mort, là, c'est les deux à la fois. Je dirais que pour le coup, j'en parlerai un peu après de convergence technologique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus seulement la chaîne de blocs et le métavers. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle générative qui est venue chambouler un peu les cartes. Et puis il y a le quantique qui est là aussi comme c'est comme des poules dans une basse-cour qui regardent ça et puis qui trouvent ça intéressant, mais ils savent pas trop comment s'en servir. Encore une fois, au travers des cas d'usage, on va essayer de démystifier ces technologies-là. Mais évidemment, je disais tout à l'heure que pour créer un métavers, il faut créer du contenu. Quand on crée un univers médiéval fantastique, quand les gens arrivent, il faut qu'ils puissent entrer dans les maisons, parler à des personnages, trouver une quête, et puis aller combattre des créatures, etc. Alors aujourd'hui, tout ça, c'est scripté par des gens. Donc il y a une arborescence qui limite un peu le développement des discussions mais avec l'arrivée de l'IA aujourd'hui, on commence, j'ai déjà testé, on commence à avoir des personnages qui sont créés à la volée. Donc même un développeur ne peut pas savoir qu'est-ce que le paysan là, qui est dans le jeu, qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter au personnage qui va lui poser des questions. Mais si ce PNJ, un personnage dont le joueur voit passer un chariot avec des créatures, il va pouvoir en parler aux joueurs qui vont venir l'interroger. Il se rappelle donc de qui lui a parlé et de quoi. Et surtout avec le quantique qui augmente à une vitesse démesurée. Demain, par exemple, vous allez pouvoir dire, tiens, moi je veux créer un monde virtuel Harry Potter, je veux être tel personnage, je veux aller dans telle forêt. Et donc, on va créer son scénario à la volée. Et puis, l'intelligence artificielle va positionner les personnages. Le quantique va venir les démultiplier à une vitesse. Donc, à la rigueur, au fur et à mesure qu'on va avancer dans un métavers, le monde va se créer au fur et à mesure où on va avancer et il y aura pas de fin, il y aura c'est à la rigueur un monde sans fin que j'ai testé un peu avec une intelligence artificielle, moi pas un métavers réellement, mais un jeu dont vous êtes le héros. Et puis l'intelligence artificielle crée des illustrations du contenu, et puis on peut demander tout ce qu'on veut à l'IA, on se balade d'une place à l'autre, et puis à la rigueur, s'il n'y avait pas les 50, la limitation d'OpenAI, on pourrait y passer la journée au complet, et puis découvrir un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc je pense que demain, ça va être de la création, on va créer nous-mêmes notre propre divertissement, et puis ça va être totalement, alors c'est pour ça, on comprend bien qu'à Hollywood, les scénaristes, les acteurs ont un peu peur, et puis je comprends bien pourquoi. Parce que demain, chacun va être le propre acteur de ses propres aventures. Et puis, je pense que c'est à la fois une bonne chose,
Pour certains, il faut appuyer sur la pédale de frein, mais moi je trouve qu'il faut plutôt accélérer parce que considérant ce que les humains font aujourd'hui dans la planète, je pense que si l'intelligence artificielle venait nous souffler sur l'épaule quelques conseils, ce serait pas superflu. Ben, je vous remercie énormément encore une fois d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Puis je suis sûre que notre conversation a piqué la curiosité de certaines personnes. Donc, si jamais vous voulez en apprendre davantage sur le métavers, sur les technologies connexes, vous pouvez toujours aller visiter le site de la chaire de recherche ou aller visiter les sites. DigiHub, allez voir sur le site DigiHub ou un peu partout. De toute façon, quand on parle de convergence technologique, je parle avec les 4 technologies avec un ordinateur quantique. Je pense qu'au DigiHub, on est les seuls à en avoir. Donc, Oui, ça sera pas trop difficile à le trouver. parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.